Or donc, voilà-t-il pas que Raphaël Coster, mon collègue et ami, me dit « Ouais, dans ta dernière vidéo, faudrait clarifier tout ça, le rapport entre néolibéralisme et ordolibéralisme, et il a raison. » Alors, où est cette différence? Eh bien, à mon avis, on la trouve essentiellement ici, c'est-à-dire dans un rapport à la religion. On a un néolibéralisme de tradition anglo-saxonne, plutôt empreint d'une éthique protestante, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et puis l'ordolibéralisme qui a fondamentalement une histoire catholique. Alors j'ai pris ces images parce qu'on voit bien, vous voyez les chevaliers, l'ordre du ciel, l'ordre divin, l'ordre humain, et puis les ors, la puissance économique. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler un petit peu sur la façon dont le catholicisme a nourri, fonde l'ordolibéralisme. Oui, parce que c'est une chose de vous prévenir que Walter Eucken et ses autres amis fondateurs de l'ordolibéralisme d'un côté étaient de fervents catholiques et que de l'autre côté, ceux qui l'appliquent aujourd'hui, c'est par exemple les représentants de la CDU en Allemagne, c'est-à-dire les représentants du Parti démocrate chrétien. On peut s'amuser à faire deux choses. La première, c'est d'aller regarder plus précisément quel lien on peut faire entre l'idée par exemple d'économie monde et d'un ordre économique divin. Et puis bon, les textes sacrés, ça c'est une chose. La chose qu'on fera juste après, c'est d'aller voir les conséquences de ça sur la façon dont les tenants de l'ordolibéralisme peuvent traiter les représentants des peuples en regardant un petit article de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Alors, pour ce qui est de la théologie chrétienne, je voudrais vous lire un extrait de ce texte-là, Qu'est-ce qu'un dispositif de Giorgio Agamben. Alors c'est un très joli petit essai qui est paru en 2006 et je vous en lis un extrait. Il faut évoquer un problème extrêmement délicat et vital pour l'histoire de la théologie chrétienne, la Trinité. Quand au cours du IIe siècle on se mit à discuter d'une Trinité de la figure chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se manifesta, comme on pouvait s'y attendre, une très forte résistance à l'intérieur de l'Église menée par des personnes raisonnables qui pensaient avec terreur que l'on risquait ainsi de réintroduire le polythéisme et le paganisme dans la foi chrétienne. Donc voilà, on commence à discuter de la Trinité, puis il y a des gens qui s'y opposent fortement en disant « ben non, on va se mettre à croire qu'il y en a trois au lieu d'un ». Bien. Pour convaincre ces adversaires obstinés, qui furent ensuite appelés les monarchiens, défenseurs du gouvernement d'un seul, des théologiens comme Tertullien, Hippolyte et Irénée ne trouvaient rien de mieux que d'employer le terme d'oikonomia. D'économie, quoi. Leur argument était à peu près le suivant. Dieu, quant à son être et à sa substance, est certainement un. Mais quant à son oikonomia, c'est-à-dire à la manière dont il organise sa maison, sa vie et le monde qu'il a créé, il est trine, c'est-à-dire triple. Donc, il y a un seul Dieu, mais en tant qu'il organise sa maison, il est trois. Tout comme un bon père peut confier à son fils la responsabilité de certaines fonctions et de certaines tâches sans pour autant rien perdre de son pouvoir et de son unité, Dieu confie au Christ l'économie, l'administration et le gouvernement des hommes. Le terme oikonomia se spécialisa alors pour signifier en particulier l'incarnation du Fils, ainsi que l'économie de la rédemption et du salut. C'est pourquoi, dans certaines sectes gnostiques, le Christ finit par être appelé l'homme de l'économie, o anthropos tes oikonomias. Les théologiens s'habituèrent peu à peu à distinguer un discours, logos, de la théologie, d'un logos de l'économie. L'oikonomia devient le dispositif par lequel le dogme trinitaire et l'idée d'un gouvernement divin providentiel du monde fut introduit dans la foi chrétienne. Pourtant, comme on pouvait s'y attendre, la fracture que les théologiens avaient tenté d'éviter et de refouler en Dieu sur le plan de l'être devait réapparaître sous la forme d'une césure. Bon. Vous voyez, le point qui est absolument passionnant, c'est qu'on peut dire comme ça, un peu brusquement, oui, Walter Eucken cite saint Augustin quand il crée cette idée d'ordre libéral, c'est-à-dire d'ordre qui doit précéder et qui doit s'abstraire du conflit politique, qui doit s'abstraire de la démocratie et qui doit même s'abstraire de la science en tant qu'elle peut être sujette à des conflits, c'est-à-dire qu'il faut d'abord purifier, ordonner la science pour qu'elle soit capable de purifier, d'ordonner le politique. Donc, vous voyez qu'en réalité, cette idée d'économie monde et de principe d'ordre économique qui précède toute société politique date du IIe siècle avant Jésus-Christ et est rentrée, s'intègre
à un conflit théologique extrêmement important, qui est celui, en tout cas, qui a été extrêmement important dans la religion chrétienne, qui est celui qui a amené à constituer le dogme de la Trinité. Bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Simplement pour essayer de nous donner les moyens de comprendre certains comportements. Certains comportements, par exemple, des théoriciens de l'ordolibéralisme ou des supporters de l'ordolibéralisme, qui vont effectivement développer une action qui paraît, de notre point de vue, par exemple, de Français non-ordolibéraux ou non encore ordolibéraux, qui paraît procéder d'une haine de la démocratie et d'une espèce de mépris du peuple. Mais si on veut réellement les comprendre, c'est-à-dire savoir ce qui l'émeut, je ne dis pas que c'est pas de la haine de la démocratie, je ne dis pas que c'est quelque chose de souhaitable, c'est pas du tout mon point, je pense exactement l'inverse, mais peu importe. Il s'agit de comprendre dans quel contexte, dans quel cadre culturel ces personnes-là sont amenées à penser pour comprendre ce qui les motive. Bien. Or, il me semble que ce qui les motive d'abord, ce n'est pas tant la haine de la démocratie que le respect d'un principe supérieur, le respect d'un principe divin. Je voudrais donc revenir, je vais tenter une manip folle, sur un article de Yanis Varoufakis. Voyons voir, vous pouvez le voir ici. Hop, poum poum. Non, ça marche pas. Et c'est nul. Bon, on va faire plus simple. Poum. Hein. Un article paru dans Le Monde diplomatique, et que ici je vous montre dans Manière de voir, hein, que je vous recommande chaudement parce que ça fait du bien d'être un peu plus intelligent après avoir lu des choses. L'article s'appelle « Leur seul objectif était de nous humilier ». Et Yanis Varoufakis raconte les épisodes de l'année 2015, qui commence le 30 janvier 2015 après sa nomination. Ces épisodes de négociation avec l'Eurogroupe, et puis plus globalement avec la Commission européenne, d'ailleurs aussi avec le Conseil européen. Bref, les négociations qu'il a avec ceux qu'il identifie, à mot couvert d'ailleurs, sans le dire directement, comme des tenants de l'ordolibéralisme. Et alors, il a affaire à un fanatisme que lui interprète comme une forme de sadisme, une volonté d'humilier, une volonté de détruire, et un rapport de force aussi franco-allemand dans lequel la France, qui souhaitait quand même maintenir le principe de démocratie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a été élu sur des principes de se dédire totalement, hein, dans laquelle la France s'affrontait au président de l'Eurogroupe, M. Jeroen Dijsselbloem, hein, et puis le ministre d'Angela Merkel, M. Wolfgang Schäuble. Alors, d'abord, on se rend compte qu'avec des personnes qui procèdent par la certitude, il n'y a pas de négociation. Dès la première rencontre, M. Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe, dit à Yanis Varoufakis, il n'y a pas de négociation en quelque sorte, cela ne marchera pas, c'est le mémorandum qu'on vous impose ou l'échec du programme. Donc soit vous acceptez tout ce qu'on vous impose, soit il n'y a pas de programme pour la Grèce. Et puis, dans une discussion entre notre ministre, M. Sapin, et le ministre allemand, M. Schäuble, M. Schäuble affirme, il faut vraiment entendre, on ne peut pas laisser des élections changer quoi que ce soit. Ah, c'est beau ça veut vraiment dire la démocratie, pas pour moi. Alors, un peu plus loin, Yanis Varoufakis dit, voilà, dans le cours des négociations, dans lequel sans arrêt, il changeait de sujet, il nous traitait de manière très technique et méprisante, il changeait de discours quand ils étaient devant nous ou pas, etc. Il dit, il n'avait qu'un seul objectif, humilier notre gouvernement et nous forcer à capituler, même si cela signifiait l'impossibilité définitive pour les nations prêteuses de récupérer leur mise ou l'échec du programme des réformes que nous seuls pouvions convaincre les Grecs d'accepter. Alors là, c'est un point très intéressant. C'est là qu'on démasque le fanatisme. Le but de M. Dijsselbloem et de M. Schäuble, c'était pas de récupérer la dette. Ils ont mis la Grèce dans une situation économique de telle précarité, de telle austérité, qu'il lui est strictement impossible de rembourser la dette. Et ce que nous dit Varoufakis, c'est je ne comprends pas, je suis face à des gens qui ont face à moi une opportunité. Je suis le seul à pouvoir faire accepter aux Grecs des mesures qui, à un moment donné, nous permettrait de rembourser un peu la dette. Or, en fait, il se moque de la dette. La question n'est pas la dette, la question n'est pas le maximum des profits. On n'est pas chez des néolibéraux. Le principe, le plus important, ce qui est au principe, ce qui est arché, ce qui est
avant même le principe du profit, c'est le respect de l'ordre. Le respect de l'ordre. L'ordolibéralisme. Ce qui est premier, ce qui est sacré. Et c'est là que très humblement, parce que je n'y étais pas, alors que Yanis Varoufakis, qui est un brillant économiste, y était, c'est là que je proposerais une interprétation légèrement différente. À travers cette punition, ce ne sont pas les Grecs en particulier que messieurs Schauble et Disselblum voulaient punir ou humilier ou écrabouiller. Ce n'est pas les Grecs parce que c'est des Grecs. C'est n'importe quel exemple et un État suffisamment petit et suffisamment peu puissant pour montrer que ce qui prime, ce n'est pas le remboursement de la dette, ce n'est pas une forme de réalisme économique, ce n'est pas une forme d'humanisme quel qu'il soit. Non, c'est le respect de l'ordre sacré, le respect de l'ordre divin. Et c'est moins pour humilier que vraiment par pur fanatisme. Alors, il faut aussi faire attention. Quelqu'un comme Walter Eucken, et peut-être encore comme M. Schauble, pense que cette politique du dogme, que ce christianisme capitaliste, on pourrait dire ce que, pour répondre à ce que disait notre ami Raphaël Coster tout à l'heure, ce que le capitalisme doit au catholicisme, ou la réponse catholique au libéralisme effréné procédant de l'éthique protestante. Bien, on pourrait dire que voilà, ce point-là, c'est la restauration d'un ordre. Excusez-moi, je me suis interrompu moi-même. Walter Eucken, comme peut-être Schauble, pensait réellement servir en cela une forme d'humanisme et arracher ainsi la société humaine à son désordre, à son côté imprévisible, immaîtrisable, et enfin le faire entrer dans un monde d'harmonie. Walter Eucken, très clairement, voilà, disait, dans le fond, on est dans quelque chose qui est relié à la Renaissance, qui est relié aux Lumières. On est en train de faire entrer l'humanité, en tout cas, on doit, notre tâche est de faire entrer l'humanité dans une forme d'harmonie. Bien. Alors, à la fin, il se passe quelque chose de très joli et qui fait vraiment le lien entre ordolibéralisme et mépris ou haine ou inexistence en fait de la démocratie. Alors que Yanis Varoufakis a cédé sur l'essentiel des points, mais maintient encore une question, et puis après que probablement la décision ait été prise de soumettre ce que projetait l'Eurogroupe à un référendum en Grèce, donc voilà, les Grecs disent, ben, dans le fond, on cède sur tout, mais au moins on va soumettre ça au peuple et on verra s'il est d'accord. Brutalement, Yanis Varoufakis s'est exclu des négociations de l'Eurogroupe. Vous me direz qu'est-ce que c'est que l'Eurogroupe? Vous allez l'apprendre dans un instant. Alors ben voilà, j'ai protesté, nous dit-il, soulignant qu'il n'avait pas le droit seul d'exclure le ministre des Finances d'un État membre de la zone euro, et j'ai exigé une clarification juridique à ce sujet. Après une brève pause, le secrétariat nous a répondu « L'Eurogroupe n'a pas d'existence légale. Il s'agit d'un groupe informel, en conséquence, aucune loi écrite ne limite l'action de son président. » Ces mots ont résonné à mon oreille comme l'épitaphe de l'Europe que Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Willy Brandt, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, François Mitterrand et bien d'autres avaient cherché à créer. D'une Europe que j'avais toujours considérée depuis l'adolescence comme ma boussole. Alors laissons de côté les espérances déçues de Yanis Varoufakis. Là où il a absolument raison, c'est que, c'est ce que je vous expliquais dans le cours précédent, il y a une histoire contradictoire de l'Europe. Et par exemple, un affrontement, et aujourd'hui une victoire, mais un affrontement entre, d'ailleurs ce conflit existe encore, hein, un affrontement entre par exemple un principe dirigiste et de politique communautaire qui vise à une solidarité, et de politique ordolibérale qui vise à la construction d'une communauté de compétition, d'une communauté de concurrence. Donc vraiment la solidarité, la concurrence, le dirigisme, l'ordre qui, en quelque sorte, suspend le pouvoir du souverain pour laisser l'économie libérale faire ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à comprendre, à travers la déception de cet homme-là, l'histoire complexe et
dialogique, polémique, conflictuelle de l'Europe, même si elle se présente toujours comme un espèce de continuum. On peut dire que dès le début, le ver était dans le fruit, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des ordolibéraux et des gens qui voulaient la politique agricole commune, c'est-à-dire des gens qui voulaient la compétition et d'autres qui voulaient une solidarité. Néanmoins, alors que les premiers, les dirigistes, ont dominé jusque dans les années 80, et ensuite, c'est plutôt le courant ordolibéral qui a pris pied. Sachant que les libéraux purs, ceux qui souhaitent absolument pas d'ordre, et seulement du profit, et que la main invisible du marché s'occupe du reste, étaient là et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tellement de pouvoir. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit passage sur les racines catholiques et chrétiennes euh, de l'ordolibéralisme vous a intéressé. Moi, la simple petite idée que j'avais envie d'injecter comme ça en passant, surtout que le cours précédent en cours et le cours qui va venir, euh, excusez-moi, sont consacrés à la cosmogonie qui va avec l'ordolibéralisme, ben voilà, que ça puisse vous éclairer sur le monde particulier dont il s'est inspiré, la culture particulière dont ce mouvement économique et politique s'inspire, là où il trouve ses fondements. Donc pour revenir à la toute première question dite par Raphaël, je dirais que la façon la plus simple de distinguer entre le néolibéralisme et l'ordolibéralisme, c'est qu'on en a un qui est inspiré par une éthique protestante et l'autre par une éthique catholique. C'est de la simplification, j'y vais un peu fort, mais c'est absolument fondé historiquement et théoriquement. Euh, je rajoute à la bibliographie l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Chers étudiants, bonne poursuite de vacances, à bientôt